La La fabrique fabrique de de la nuit. Je découpe les journaux pour bien me souvenir des événements. Et je pique ça sur le mur avec mon idéal Ce final. soir, je vais revenir un petit peu sur ce qui est en train de se jouer en France avec ce début de mouvement contre la loi El Khomri. Alors là, je ne vais pas trop vous parler de tout ce qui s'est passé, les événements depuis la première fois que j'en avais parlé il y a à peu près un mois. Il y a eu la CFDT qui a fait sa fameuse technique de la serpillière, c'est-à-dire qui consiste à signer, je vous l'avais dit, qui consiste à signer tout ce qu'elle trouve. Donc là, apparemment, ils l'ont trouvé sa place. Elle est plus autour de la table, elle est sous la table pour les prochaines négociations directement. Voilà, ça ira plus vite. On a toujours Gérard Filoche, l'éternel indigné du PS, qui a continué à dire que c'était inacceptable ce que faisait le gouvernement, mais bon, quand même resté dans ce parti, on ne sait pas trop ce qu'il fout là. Et on a toujours la droite, depuis 2 semaines, qui se régale et qui en donne dans la surenchère pour faire plus, puisque du coup, la loi El Khomri, on leur a tout volé, ils y vont d'autant plus. Bref, du coup, moi, je vais plutôt là me centrer sur un petit peu de fond, essayer de voir, de remettre dans son contexte un petit peu ce projet, parce que j'ai pas mal discuté autour de moi ces dernières semaines de l'implication de la loi El Khomri, de son sens politique, et je me suis rendu compte que si ce projet avait le don de déceler les derniers croyants du hollandisme qui pensaient naïvement avoir élu un président de gauche, j'ai quand même l'impression de rencontrer régulièrement une certaine incapacité à remettre vraiment dans un cadre plus global cette réforme et ce qui lui permet de donner un sens à ce qui est en train de se passer. Alors, pour comprendre le projet de loi El Khomri, à mon avis, il faut d'abord balayer l'idée que ce serait un ensemble de petites mesures techniques, de choses qui ne modifieraient au fond pas le principal dans le monde du travail actuel. C'est pas un projet qui est mal foutu, qui a des points intéressants et d'autres non. C'est assez cohérent au final. Et sa philosophie, si on peut employer ce mot-là, c'est de renverser la pyramide des normes au niveau du droit du travail. Aujourd'hui, on a les accords nationaux qui s'imposent aux accords de branche, qui eux-mêmes s'imposent aux entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise peut difficilement prévoir des conditions de travail moins bonnes que celles prévues dans la convention collective de la branche, par exemple, et aussi de la loi. Eh bien, ce gouvernement veut permettre aux entreprises de pouvoir prévoir des conditions de travail à la carte en fonction de leur activité, même si celles-ci sont moins favorables aux salariés. Alors pour revenir aux bases simplement du droit du travail, le contrat de travail, c'est un contrat qui réglemente le rapport entre un salarié et son employeur. Le fait d'avoir instauré ce contrat, de l'avoir institutionnalisé petit à petit, d'y avoir attaché des droits sociaux, ça permet de mettre en place une sorte de double marchandage. Le premier marchandage, c'est le fait que le salarié accepte la subordination à son employeur, mais d'un autre côté, ce lien de subordination, il est encadré et le salarié bénéficie de certains droits. Deuxième marchandage, au sein du contrat de travail, le salarié accepte de laisser le profit à son patron et de ne pas gagner plus d'argent quand l'entreprise va bien, mais en échange, il a une assurance de toucher tous les mois le même salaire. Or, tous les efforts des lois libérales de ces 30 dernières années visent justement à supprimer petit à petit ces avantages liés au salariat. D'autant que cette idée même de marchandage est encore en dessous de la réalité, en réalité, puisque l'un des arguments des défenseurs du projet de loi, c'est de dire, justement, là, ils vont pouvoir vraiment négocier, les salariés et les employeurs, autour d'une table, on va faire des référendums, ça va être la démocratie, ça va être chouette. Bon, une entreprise, c'est pas la réunion de l'amicale des boulistes du coin, c'est plus proche quand même il y a un homme avec un pistolet chargé, d'autres qui creusent. Le pistolet, en l'occurrence, c'est la menace de licenciement que peut brandir l'employeur. Donc on a une relation qui n'est pas du tout symétrique. Et là encore, le but, ça a l'air d'être de justement laisser cette relation de pouvoir dans l'entreprise jouer à plein. Donc, au final, la loi El Khomri, elle donne davantage de pouvoir aux employeurs, alors que ce sont les travailleurs qui créent la valeur des produits qui vont être ensuite vendus. Elle s'inscrit donc dans une attaque globale contre le monde du travail, menée par le camp du profit, du bénéfice, ce qu'on appelle le capital. Bref, tout simplement le retour de la bonne vieille lutte des classes. Deuxième type d'idée contre lequel je me bats, ce projet serait une sorte de surprise issue d'un gouvernement pris d'irrationalité et qui aurait décidé, on ne sait pour quelle raison, de trahir son électorat. Et là aussi, il faut remettre les choses dans son contexte, parce qu'on peut dire que ce genre de mesures pouvait être prévu au moins depuis la campagne présidentielle de 2012. Pendant cette période, le journaliste François Ruffin, dont je vous parlais il y a 2 semaines, s'était rendu dans une grande banque filiale du Crédit Agricole pour interroger le banquier Nicolas Doisy, auteur d'une note sur l'élection présidentielle destinée aux opérateurs des marchés. Et voilà ce que nous disait cette note.
François Hollande va devoir déplaire soit au marché financier, soit à ses électeurs, puisqu'il est certain de ne pas parvenir à concilier les deux. Prévenu des risques d'exaspérer à la fois les marchés financiers et l'Allemagne, Hollande sait qu'il cédera finalement à leurs demandes. C'est regrettable pour François Hollande, mais la nécessité d'une libéralisation du marché du travail est le résultat direct d'une appartenance de la France à la zone euro. Aussi ne peut-on avoir l'une sans avoir l'autre. Et voilà ce que nous raconte le dit banquier au micro, cette fois-ci de François Ruffin. L'idée, c'est de permettre aux entreprises d'avoir une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs ressources humaines, de façon à ajuster au mieux leur personnel, leur force de travail, de façon à être les plus performantes. En d'autres termes, ça revient finalement à réduire substantiellement un certain nombre de garanties dont ont bénéficié jusqu'à présent les titulaires de CDI notamment, et donc à imposer plus de flexibilité aussi sur les travailleurs. C'est là que ça va coincer. C'est là que ce sera problématique, parce que je ne suis pas certain qu'on pourra maintenir le modèle français tel qu'il est. C'est ça le point important. C'est que le conflit d'objectifs que va avoir François Hollande, c'est rester dans la zone euro et satisfaire les demandes de son électorat naturel. Les deux ne sont plus compatibles maintenant. En d'autres termes, si l'on veut être un tant soit peu conséquent, lutter contre la loi El Khomri revient tout simplement à défier l'Union européenne et à remettre au pas les marchés financiers. Vaste programme.